Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux journalistes de Médias Ténois, Nelly Guidici et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord se rendre à Yellowknife avec toi, Cristiano. Il y a quelques jours, une marche à travers les rues de la ville, ainsi qu'un rassemblement au parc Sambake ont eu lieu. Le cortège scandait des messages en anglais comme « Je traduis « Non, c'est non » ou encore « Unis, les femmes ne seront jamais vaincues ». Ce rassemblement s'identifie sous la bannière « Take Back the Night », reprenons la nuit. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout pourquoi cette manifestation est nécessaire à Yellowknife ? Oui, donc ça c'est une marche qui vient toutes les années. C'est la marche Take Back the Night. En français, on dit « Reprenons la nuit ». Et donc c'est une mobilisation mondiale contre les violences sexuelles et sexistes. Il y a quelques jours, c'était le 18 septembre, à peu près une centaine de personnes se sont réunies ici au parc Sambake. Avant de marcher dans les rues du centre-ville. Et ici à Yellowknife, l'enjeu est particulièrement urgent parce que selon Statistique Canada, les femmes du Nord ont 9 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles que la moyenne nationale. Donc cette marche donne donc une voix aux survivantes et rappelle qu'il est urgent d'agir. Et alors, quelques femmes ont pris la parole aussi. Qui sont-elles et quels messages et témoignages marquants elles ont transmis ? Oui, donc, il y avait une centaine de participants qui portaient des pancartes avec des slogans comme « No more violence » ou « No means no ». Mais ce sont surtout les témoignages qui ont marqué la soirée. Avant que les personnes commencent à marcher dans la rue, il y avait par exemple Jennifer Frankie Smith, une membre de la Yellowknife Women's Society, qui a pris la parole et au microphone, elle a raconté sa survie face à la violence conjugale. Elle a donc dit à tout le monde « La honte doit cesser et le silence doit tomber ». Après, il y a eu aussi Rami Kaur de la IWCA NWT. Elle a parlé surtout de la peur de sortir seule dans la rue. Et elle a raconté que c'était une peur qu'elle connaît depuis l'enfance. Enfant, il y avait aussi Jerry Sharp, l'ancienne présidente de Paktuktit, qui a raconté les violences subies pendant son enfance et en même temps elle a lancé un appel très clair. Nous avons besoin de nos hommes, pas pour les accuser, mais pour qu'ils deviennent des modèles. Oui, donc des messages forts. Et alors plus généralement, est-ce qu'il y a un message qui est ressorti de cette mobilisation ? Oui, voilà, on peut dire qu'au-delà des histoires individuelles, qui étaient très touchantes, l'événement a aussi rappelé que la violence est liée à des problèmes sociaux plus larges, comme le logement, la pauvreté, la consommation de drogue. Il y a eu aussi la chef de Betchoko, Rebecca Zo, qui a parlé, elle a pris le microphone, elle a parlé des familles entassées dans des maisons infestées de punaises et des jeunes brisés pour la consommation à Betchoko. Et voilà, et donc elle a dit que tout ça sont des problèmes qui sont liés entre eux, et elle a insisté: je ne me tairai pas, il n'y a pas d'avenir si nous ne nous arrêtons pas ça maintenant. Donc le message central est clair: rompre le silence et écouter toutes les voix, y compris celles des femmes autochtones, noires ou racisées, et agir ensemble pour bâtir des communautés plus sûres. Briser le silence, voilà, il ne faut plus se taire, voilà le message. Autre sujet, toujours à Yellowknife avec toi, Cristiano, tu as suivi le conseil municipal qui a eu lieu ce lundi et tu as choisi de nous parler d'une décision radicale qu'ont pris les conseillers à propos du bâtiment The Nest. Alors pour rappel, ce complexe immobilier, il est situé dans l'ancien immeuble Belanca sur la 50e rue.
Oui, c'est déjà une histoire avec plusieurs mois ici. Donc, la ancienne Tour Belanca est maintenant connue comme l'immeuble de Nest. Donc, avant, c'était un immeuble de office, de bureau. Ouais, des bureaux. Ouais. Et maintenant, il a été transformé en immeuble de logement. Donc, 72 logements. Mais il n'est pas encore ouvert. Donc, les gens ne peuvent pas encore y vivre parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, le conseil municipal de Yellowknife, ce lundi soir, a dit non à la demande de Borealis Development, qui sont les constructeurs, qui demandaient que la ville partage le coût d'une borne d'incendie nécessaire pour ouvrir l'immeuble. Et sans cette borne, le bâtiment reste vide alors que les logements sont prêts à habiter. Non? L'avocat de Borealis, Scott Parker, il a parlé devant les élus, il a dit que la borne profiterait à toutes les maisons à côté, qu'il s'agissait d'une infrastructure partagée en gros. Mais les élus ont rappelé que c'est normalement aux promoteurs, aux constructeurs d'assumer ces coûts, comme ils ont fait déjà pour d'autres projets. Et donc, quel est le résultat? Il y a 72 appartements, 72 unités qui restent hors marché. C'est un peu... on a un énorme problème de logement ici à Yellowknife, comme tout le monde sait, mais on a une forte pénurie de logements. Mais pourquoi cette borne incendie est devenue un enjeu si bloquant? Oui, c'est toute une question un peu complexe de règlement, en fait. Le constructeur soutenait qu'en rénovant un bâtiment existant, certaines obligations ne s'appliquaient pas. Mais le conseil municipal a rappelé que non, qu'un changement d'usage, donc passer de bureau à logement, déclenche automatiquement les normes actuelles du code du bâtiment. Et ce code, il exige qu'il y ait une borne d'incendie à moins de 45 mètres pour que les pompiers puissent intervenir en cas d'un feu, d'urgence. Donc Borealis, il dit qu'il a juste appris ça formellement en 2024 et que le coût de l'installation peut aller jusqu'à $750,000. Le constructeur a essayé de proposer une solution alternative, mais elle a été refusée. Donc, ce que le conseil municipal en gros a dit, c'est pas d'argent public pour un élément de sécurité que le promoteur aurait dû prévoir. Mais alors, quels sont justement, tu disais, que disent les élus et quelles sont les conséquences pour le logement à Yellowknife? Parce qu'il y a forcément une conséquence, vu que tu disais, effectivement, on le sait, le logement, c'est un gros problème dans le Nord et à Yellowknife. Oui, le conseil municipal, en gros, a parlé d'une logique d'équité, mais aussi, si Borealis recevait une aide comme ça, de presque $1 million, il faudrait après en donner aussi aux autres projets qui ont déjà payé des infrastructures. Être égalitaire. Voilà. Et le maire Ben Hendrickson, il a quand même reconnu que la règle n'est pas parfaitement adaptée aux conversions d'immeubles. Mais il a dit comme ça, je ne peux pas en bonne conscience affecter l'argent des contribuables à une exigence connue du développement. Et donc le vote de refus a donc été unanime. Et voilà, l'immeuble reste vide pour l'instant. On verra dans les prochains mois, j'imagine que le constructeur va en finir pour trouver de l'argent pour payer ça. Merci Cristiano. Et alors, quelle est la date du prochain conseil municipal? On aura un conseil municipal de ce lundi à une semaine. Ok, c'est 2 fois par mois, c'est ce que tu me disais, Exactement. 2 fois par mois, le premier lundi et le... Toujours à 19h, on peut le suivre aussi online. En direct. Voilà.
Merci beaucoup. Alors maintenant, on s'éloigne de notre territoire, on quitte Yellowknife et on va vers Nelly qui chaque semaine écrit 2 articles très complets sur des sujets panterritoriaux entre les TNO, le Nunavut et le Yukon. Tu as publié cette semaine un article en lien avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a lieu ce mardi 30 septembre. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont se déroule le processus de la réconciliation dans le Nord ? Alors, le 20 juin dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer la commissaire du Yukon et la commissaire du Nunavut qui étaient présentes à Whitehorse et je leur ai posé la question de la réconciliation. Selon elles, est-ce que ce processus-là était en marche? Est-ce qu'on était sur la bonne voie? Et selon Adeline Weber, qui est donc la commissaire du Yukon et qui est aussi membre de la Première Nation Teslin Tlingit, selon elle, c'est vraiment sur la bonne voie. Même si les survivants sont à des stades de guérison différents et qu'il faut les accompagner, elle estime qu'en tout cas dans le territoire du Yukon, avec les revendications territoriales en cours et les discussions qui ont lieu, la collaboration qui a lieu entre le gouvernement du Yukon et les différentes Premières Nations et gouvernements autochtones du territoire, le processus est sur la bonne voie. Et en tout cas, elle trouve que c'est bien mieux que ce qu'il y avait dans sa jeunesse dans le territoire du Yukon. Mmh. Alors pour la commissaire du Nunavut, qui s'appelle Eva Ahariak, elle estime que il faut regarder vers l'avenir. Alors même si c'est très important de reconnaître, de comprendre ce qui s'est passé avec les pensionnats, les sévices que les survivants ont subis, les effets intergénérationnels, les conséquences qui se transmettent de génération en génération. C'est important de le reconnaître, mais il faut aussi regarder vers l'avenir. En fait, c'est une vision assez optimiste qu'elle m'a transmise, en tout cas qu'elle a exprimée, car pour elle, il faut aussi à un moment donné pouvoir tourner la page, tout en reconnaissant ce qui s'est passé, pour pouvoir regarder vers le futur et être prêt à relever les défis finalement, parce que la réconciliation, c'est un processus complexe, très vaste. La gouverneure générale, Mary Simon, qui est originaire du Nunavik, donc de la partie arctique du Québec, elle encourage les Canadiens et les Canadiennes à concrétiser dans leur vie quotidienne la réconciliation. C'est-à-dire qu'elle encourage les gens à faire le premier pas, à en apprendre plus sur les peuples autochtones, et comme ça de créer des ponts et de la compréhension qui fait avancer la réconciliation à l'échelle locale, à l'échelle de chaque citoyen finalement. Mmh. Alors, la commission de vérité et de réconciliation avait émis, il y a 10 ans maintenant, donc 94 actions donc dans son rapport. Combien d'appels à l'action ont été complétés depuis ces 10 dernières années ? Alors, il y a à peu près 60% qui ont été complétés sur ces 94 appels à l'action, selon l'organisme autochtone Indigenous Watchdog, qui fait le suivi chaque année et qui regarde quelles sont les actions, les appels à l'action complétés ou pas. Et au 1er septembre 2025, il y en a encore 40% qui ne sont pas complétés ou qui sont complétés partiellement. Donc, même si c'est quand même encourageant, certains appels à l'action qui concernent de toute façon tous les leviers de la société, qui concernent les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, qui concernent l'Église et qui concernent l'éducation, la justice, la santé, les médias, les jeunes, la transmission du langage, enfin la réconciliation est très vaste. C'est un processus qui est très long. Alors certains appels à l'action ont été complétés très rapidement dès la publication du rapport il y a 10 ans, et d'autres sont beaucoup plus longs. Ou à compléter ou à même pour lesquels il n'y a même pas de début de discussion. Donc, il peut y avoir des réactions ambivalentes. Finalement, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. 60% sont complétés, mais il en reste quand même 40%, 10 ans après, qui ne sont pas complétés ou pour lesquels il n'y a même pas de début de discussion ou d'action qui ont été pris. Et alors, donc, dans ces 40%, donc, ces actions restantes, qu'est-ce qui pourrait bloquer leur réalisation ?
Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées, mais l'une des actions très récentes qui a été prise par le gouvernement fédéral et qui est pointée du doigt par la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, qui s'appelle Cindy Woundhuis-Nepinack, c'est le manque de financement. Les investissements en fait fédéraux ne sont pas suffisants. Ils l'étaient pas jusqu'à maintenant, mais ils le sont encore moins suite à la guerre tarifaire qui a été déclenchée par les États-Unis en fait. Et les décisions qui ont été prises par le gouvernement fédéral de faire des compressions budgétaires, de revoir ces financements fédéraux, se font au détriment du financement des appels à l'action, de programmes nécessaires pour faire avancer la réconciliation. Et du coup, ça, c'est un des freins très récents et qui bloque, selon elle, la concrétisation de certains appels, en fait. Et si les programmes pour les Premières Nations ne sont pas financés à la hauteur de ce qu'il faudrait, ça empêche la collaboration, ça empêche la prospérité, ça empêche un avenir meilleur, tout simplement. Eh bien, notez bien cette date dans vos calendriers, le 30 septembre, une date importante, mais des actes de réconciliation à faire tout au long de l'année. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué vos sujets de cette semaine, que vous pourrez retrouver sur le site internet et dans le journal, qui sera dans votre boîte aux lettres courriel vendredi. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour de nouvelles informations. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediathénois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.